comment finalement on fait le diagnostic d'AVC ischémique. Parce que on a parlé des manifestations cliniques, mais on a dit que c'est très spécifique d'un AVC. Le fait que vous avez un tableau brutal et un syndrome anatomo-clinique bien particulier, ça vous oriente vers un AVC, mais pas vers un AVC ischémique ou hémorragique ou une thrombophlébiite cérébrale ou une pathologie inflammatoire. Donc on va voir comment on fait finalement le diagnostic positif de l'AVC ischémique. On va voir par la suite quels sont les diagnostics différentiels qu'on évoque chaque fois qu'on a un patient qui se présente pour une hémiplégie, une hémiparésie. Et puis on passera au chapitre qui est également très important, qui est le diagnostic étiologique. C'est important de faire le diagnostic de l'AVC ischémique, mais c'est également important de chercher la cause. Et on a dit qu'il y a un grand risque de récidive. C'est pour ça qu'il faut faire un diagnostic étiologique rapide pour empêcher la récidive des AVC ischémiques d'une deuxième récidive. Et puis on passera au dernier chapitre qui porte sur la prise en charge. D'accord? Donc pour le diagnostic positif de l'AVC ischémique, il repose sur deux éléments, la clinique et l'imagerie cérébrale. D'accord? La clinique, à travers l'anamnèse, on va essayer de faire sortir cette installation brutale, ce mode d'installation brutale qui vous oriente vers l'origine vasculaire, on va le faire sortir et à l'anamnèse, on va préciser l'heure et le contexte de survenue. Généralement, les patients, parce que c'est tellement brutal, il vous dit que j'ai fait à 3 h du matin ou à 5 h du matin ou à 8 h du matin et de façon brutale, j'ai installé une monoplégie, un trouble de la parole. D'accord? La difficulté en matière de prise en charge d'AVC ischémique, par rapport à l'heure d'installation, vous avez ce qu'on appelle l'AVC du réveil. C'est-à-dire que le patient, il constate à son réveil qu'il a déjà une hémiplégie avec une paralysie faciale ou une asymétrie faciale. À ce moment-là, la datation ou l'heure exacte de l'AVC, il est inconnu. Parce qu'il se peut qu'il a fait l'AVC ischémique à minuit ou à 3 h du matin ou à 4 h du matin. Et vous savez, on va parler de la prise en charge thérapeutique et parmi les piliers de la prise en charge thérapeutique, c'est la reperméabilisation qui va se reposer soit sur la thrombolyse ou la thrombectomie et les deux, ils ont un délai bien précis. Au-delà de 4h30 pour la thrombolyse, on ne peut pas la proposer. Donc l'AVC installé ou la constaté au réveil, il pose la problématique de prise en charge thérapeutique parce qu'on n'avait pas l'heure exacte de l'installation des symptômes. Donc l'examen clinique, il va préciser le type de déficit initiaux et leur évolution. C'est-à-dire qu'à travers votre examen clinique, à travers déjà l'anamnèse, vous allez constituer l'évolution des symptômes parce que la famille, ou même pendant l'hospitalisation, vous allez constater que le patient, il était admis et il présentait une monoparésie brachiale et par la suite, il y a une extension du déficit en bras inférieur, c'est important. Et puis la famille, il vous dirait qu'au départ, il avait juste un trouble de la parole et par la suite, installation d'un déficit. Donc l'examen clinique va préciser le type de déficit, leur évolution, et puis il va faire la conclusion anatomo-clinique vasculaire. Il va dire finalement, ce patient-là, il présente un syndrome de la cérébrale antérieure ou un syndrome de la choroïdienne antérieure. D'accord? Donc grâce à ces deux éléments, vous êtes très orienté vers l'origine vasculaire. L'imagerie, il trouvera sa place pour confirmer la nature de cet AVC. Est-ce que c'est un AVC ischémique ou un AVC hémorragique? Ça a été bien dit dans la présentation d'hier, la vidéo de vos collègues. En matière de symptômes, on ne peut pas faire la part entre un AVC ischémique ou un AVC hémorragique. Donc une fois vous êtes orienté, bien évidemment il y a des éléments indirects qui appuient la piste vasculaire. Si vous avez un patient qui a un terrain vasculaire chargé, c'est le patient déjà, il vous rapporte dans ses antécédents qu'il a déjà une artériopathie des membres inférieurs, qu'il est une hypercholestérolémie, qu'il est diabétique, qu'il est hypertendu. Ou à l'opposé, si vous avez un patient qui vous dit déjà qu'il a une cardiopathie, qu'il est déjà suivi pour une arythmie cardiaque ou un rétrécissement mitral, ce sont des éléments indirects qui appuient l'hypothèse vasculaire. Et vous dites certainement que le patient a fait un AVC ischémique. Donc l'imagerie, le gold standard pour explorer
Un accident vasculaire cérébral ischémique, je dis bien ischémique, c'est l'imagerie cérébrale par résonance magnétique, c'est l'IRM. Ça a été dit également dans la vidéo, il est plus performant parce qu'il pourra vous montrer les anomalies à partir des premières minutes. Ça, c'est déjà important parce que le scanner, on va le voir tout à l'heure, c'est un scanner, c'est un examen qui peut être tout à fait normal pendant les 24 premières heures. D'accord? Et puis, l'importance des lésions, il est mieux analysé à l'IRM. D'accord? Donc, chaque fois que vous avez la possibilité d'explorer un AVC ischémique ou un déficit neurologique brutal par une IRM, faites-le. À défaut, ou si le patient présente une contre-indication à l'IRM, vous allez faire le scanner. Le scanner, il peut être normal. Pendant les 24 premières heures, il est normal. Mais déjà, c'est une étape du diagnostic. Parce qu'un scanner normal, vous avez éliminé la possibilité que ce soit un AVC hémorragique. D'accord? Donc, une fois le scanner est normal, ce n'est pas un AVC hémorragique. Donc, c'est probablement, ce n'est pas sûr, c'est probablement un AVC ischémique, parce qu'on a dit qu'il peut être tout à fait normal pendant les 24 heures. Ça peut être un AVC ischémique, ou chez les jeunes, ça peut être toute la pathologie neurologique qu'on va voir par la suite. Ça peut être une poussée de B7, une poussée de CEP, une encéphalite virale, un problème métabolique, une hypoglycémie. D'accord? Donc, autant pour le sujet âgé, on procède en faisant on fait un raisonnement simpliste. Un sujet âgé qui présente un déficit neurologique brutal, avec un scanner normal, on dit que c'est probablement, c'est sûr que c'est un AVC ischémique, et on entame notre démarche, que ce soit diagnostique ou thérapeutique, en disant que c'est un AVC ischémique. D'accord? On va voir par la suite qu'on va redemander un scanner dans 24 heures pour finalement voir les anomalies. C'est le sujet jeune et c'est la problématique parce qu'un scanner normal, il peut cacher, ça peut être un AVC, mais ça peut être beaucoup de pathologies inflammatoires. D'accord? Et on a besoin d'une confirmation diagnostique parce que le patient pourra bénéficier d'une thrombolyse avec un risque hémorragique très important. Donc, ce n'est pas possible de thromboliser un patient qui a une encéphalite virale, un patient qui a fait une poussée de CEP. D'où l'importance de la réalisation de l'IRM. Donc, chaque fois que vous avez la possibilité de faire l'IRM, faites-la parce qu'il permettra d'explorer, de vous donner un diagnostic précis. C'est par hasard le scanner. Dans certains cas, il peut montrer ce qu'on appelle des signes précoces ou des signes indirects d'AVC. Il peut montrer un effacement des sillons corticaux. Il peut montrer un effacement de riband insulaire. Ça, c'est l'aspect tout à fait pathologique. Mais malheureusement, il faut attendre plusieurs heures, parfois 24 heures, pour voir une hypodensité qui correspond à un territoire vasculaire qui est celui-là, le territoire superficiel de l'artère sylvienne. Regardez ici. Donc, en voyant ça, vous avez le diagnostic d'un AVC ischémique parce que cette hypodensité correspond à un territoire vasculaire. Malheureusement, on peut avoir un scanner qui est tout à fait normal. D'accord? Face à un scanner qui est tout à fait normal, et lorsque le patient présente une hémiplégie, donc vous pensez à un AVC ischémique, vous allez chercher des signes indirects. On a parlé hier de l'œdème cétotoxique et vasogénique. On a parlé de l'inflammation. Donc ce sont des perturbations qui vont apparaître sur le scanner sous forme d'un effacement, parce qu'il y a un œdème. On va voir un effacement. Regardez ici, ce n'est pas très bien visible, mais à ce niveau-là, les sillons corticaux, ils sont moins visibles que par rapport à ici. D'accord? Là, le cortex, on peut avoir ce qu'on appelle l'effacement de riband insulaire. Ici, normalement, on voit une hyperdensité, une hypodensité spontanée sur le riband insulaire. Lorsqu'on a un AVC ischémique au dépend du territoire superficiel ou profond ou total de la sylvienne, on va avoir comme signe indirect ou précoce un effacement de riband insulaire.
Donc, c'est une interprétation, c'est un examen dont l'interprétation est très difficile. D'accord? Et de là, on voit l'avantage de l'IRM. Donc, l'IRM, finalement, vous n'allez pas chercher est-ce qu'il y a l'effacement ou pas. Vous avez l'anomalie sur la séquence de diffusion qui peut apparaître à partir des premières minutes après l'installation des symptômes. Parfois, on a un signe qui est très précieux, qui est par contre plus facile, c'est l'hyperdensité de l'artère occluseuse. Lorsque vous avez une occlusion d'une artère, ça veut dire qu'il y aura du sang qui va se stagner. Et le sang sur le scanner va se manifester sous forme d'une hyperdensité. Donc si vous pensez à un AVC ischémique et vous trouvez cet aspect-là d'hyperdensité, regardez, cette artère sylvienne qui est très très belle, hyperdense, spontanément, c'est une occlusion de l'artère sylvienne. D'accord? Alors qu'à ce niveau-là, il est tout à fait normal. D'accord? Donc c'est un signe qui peut être précoce, qui est indirect, mais qui vous donne automatiquement le diagnostic de l'AVC ischémique. Ici, regardez, c'était très démonstratif parce qu'on a l'occlusion et pourtant, le reste du parenchyme, il est tout à fait normal. D'accord? Donc le scanner en matière de déficit neurologique brutal évoquant un AVC peut être tout à fait normal. D'accord? De l'intérêt de le non renouveler après 24 heures. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va faire pendant les 24 premières heures? Est-ce qu'on va prendre en charge le patient comme étant un AVC ischémique? Est-ce qu'on va le thromboliser? Est-ce qu'on ne va pas le thromboliser? Parce que c'est 24 heures. D'accord? De l'intérêt toujours de réaliser une IRM qui vous donnera le diagnostic très rapidement. Parfois, il va montrer des signes précoces d'AVC ischémique, notamment un effacement de ribbon insulaire, un effacement des sérum corticaux. Il peut montrer, lorsqu'il est pathologique, une hypodensité spontanée, comme c'est montré hier, ici, qui correspond à un territoire vasculaire, ou il va montrer une hyperdensité spontanée sur l'artère sylvienne. D'accord? Par contre, l'IRM est plus performante parce qu'il va vous donner un diagnostic précoce, c'est certain. On n'a pas de doute, on ne cherche pas un effacement, on ne cherche pas l'hyperdensité. On fait des séquences. Et les séquences, c'est la séquence la plus pertinente, la plus productible pour explorer un AVC ischémique, c'est l'IRM encéphalique en séquence de diffusion. D'accord? La séquence de diffusion est une séquence qui va essayer de tracer les mouvements des molécules d'H2O. D'accord? Donc, dans un tissu particulier, les mouvements d'H2O, les molécules d'H2O, ils vont se déplacer, que ce soit au niveau de l'espace intracellulaire ou extracellulaire. Pour ces molécules d'H2O, on peut mesurer leur déplacement par un coefficient qui s'appelle le coefficient apparent de diffusion. On va vous faire le cours de radiologie. Hein? On a fait la radiologie du système nerveux central. On vous a parlé de ça. Coefficient apparent de diffusion, qui finalement, de façon simplifiée, c'est une mesure quantitative du déplacement des molécules d'H2O. Donc, si j'ai un tissu très cellulaire, où il n'y a pas de matrice extracellulaire, le coefficient apparent de diffusion va être plus bas par rapport au déplacement des molécules d'H2O dans un espace liquidien. D'accord? Donc, lorsqu'on a un AVC ischémique, parce qu'on a un œdème cytotoxique et vasogénique, les cellules vont se gonfler et l'espace extracellulaire va être réduit. Ce qui fait que les mouvements d'H2O, ces molécules d'H2O qui se déplaçaient de façon plus simple dans l'espace extracellulaire, leur déplacement va se retrouver diminué parce que l'espace extracellulaire il est réduit parce que les cellules sont gonflées. Et de ce fait, vous avez un coefficient apparent de diffusion qui va chuter. D'accord? On prend ce coefficient, on va essayer de le corréler avec une nuance de couleur gris-blanc. D'accord? Et on dit chaque fois qu'on a un coefficient apparent de diffusion qui est très bas, on va le corréler à une couleur très blanche. Chaque fois que le coefficient il augmente ou il devient normal, ça va être gris jusqu'au normal.
Donc en matière d'AVC ischémique, vous avez un coefficient apparent de diffusion qui va être très bas, et donc on aura une image spontanément en hypersignal sur la séquence de diffusion. Donc regardez, voilà, c'est une IRM ici en diffusion qui montre, plutôt j'ai inversé, non, regardez ici, c'est une IRM et qui montre cette image-là qui est spontanément, c'est une image en hypersignal spontané. Chaque fois que le coefficient apparent de diffusion est très élevé, regardez ici au niveau de SCR, vous avez un signal qui est noir. Ici, parce que vous avez l'infarcissement ischémique, vous avez l'œdème, l'espace extracellulaire est très réduit, les molécules d'H2O ne sont plus libres, le coefficient il devient très bas et vous avez une image qui est en hypersignal. Donc cet hypersignal, il peut être visible à partir des premières minutes. D'accord? Et malheureusement, il témoigne de la nécrose. Donc tout ce qui est hypersignal sur les séquences de diffusion, c'est du tissu nécrosé. Donc la séquence de diffusion, il vous donnera le diagnostic précoce et certain, mais il vous donnera également une idée sur l'importance des dégâts qui sont irréversibles. D'accord? On va compléter par une deuxième séquence qu'on appelle la séquence en T2 flair. Elle est importante. Elle est importante pour la prise de décision quant à la thrombolyse. Un AVC ischémique qui survient dans un délai moins de 4h30, on dit que la séquence en T2 flair devra être tout à fait normale. Vous comprenez? Donc, si j'ai un AVC ischémique dont l'heure d'installation est précise, la famille, il me dit qu'il a fait ça à 5h de l'après-midi. C'est pas la peine que je fasse la T2 flair, parce que j'ai l'installation des symptômes qui est précise. Lorsque j'ai un AVC ischémique ou des symptômes retrouvés au réveil, on n'a pas l'heure d'installation qui est précise, et on va demander la T2 flair. Si vous avez des anomalies à la T2 flair, vous êtes sûr que l'AVC ischémique, il a dépassé les 4h30. Et ça va finalement vous aider pour la prise de décision quant à la thrombolyse ou à la thrombectomie. Donc regardez la supériorité de l'IRM par rapport au scanner. Le scanner est tout à fait normal ou montrer des signes indirects, mais finalement la quantification ou l'importance de l'ischémie, son appréciation sur le scanner, elle est extrêmement difficile. Par contre ici sur l'IRM, vous voyez facilement, on a une image en hypersignal spontané. Ça c'est le territoire de la sylvienne profonde. On voit une image qui est bien circonscrite, qui n'exerce pas un effet de masse. On sait que ce patient-là devrait avoir un syndrome hémipyramidal avec une hémiplégie du côté gauche qui devrait être pure et proportionnelle. La troisième séquence qu'on va demander en matière d'AVC ischémique, c'est là, c'est l'IRM en séquence T2 étoile. Séquence T2 étoile. Cette séquence, elle est performante parce qu'il va chercher les saignements. D'accord? On va voir que parmi les contre-indications de la thrombolyse ou parmi les contre-indications pour instaurer un traitement antithrombotique, lorsque le patient présente un AVC ischémique sur endocardite ou, je ne sais pas, sur une valvulopathie rhumatismale et nécessite un traitement, la mise en place d'un traitement anticoagulant, le fait que vous avez ou le patient présente des anomalies sur la séquence T2 étoile est une contre-indication à la thrombolyse. D'accord? La quatrième séquence, je ne l'ai pas mis ici, c'est la séquence 3D TOF. C'est une reconstruction en 3D qui va vous donner l'arbre vasculaire. Il vous donnera le polygone d'Ovillis avec l'artère cérébrale antérieure, l'artère sylvienne. D'accord? L'importance de cette séquence, c'est qu'il va vous montrer le siège de l'occlusion. Vous allez voir que c'est une obstruction au niveau du segment M1 de la sylvienne, au niveau du segment M2. Bref, il vous donnera finalement la confirmation ou il va vous faire finalement la correspondance entre tout ce qui est
clinique, le syndrome anatomo-clinique, est le siège de l'occlusion. Et ça, c'est très important parce que finalement, lorsque vous traitez votre patient par une thrombolyse, on verra pas, ou par une thrombectomie, l'objectif, c'est de reperméabiliser l'artère. Et grâce à l'IRM 3D TOF, vous avez finalement un moyen pour explorer le résultat thérapeutique. Est-ce que vous avez obtenu la reperméabilisation ou pas? Avant, cette notion de reperméabilisation faite ou pas n'était pas importante. Jusqu'à 2015, on traitait les patients par la thrombolyse. On va voir c'est quoi le principe. D'accord? Mais on n'avait pas autre chose à proposer aux patients. Mais depuis fin des années 2015, on a une deuxième alternative thérapeutique qui semble être beaucoup plus efficace, qui est la thrombectomie. On va faire remonter, il semble, à travers une voie, la voie radiale, on va traverser la circulation périphérique, passe à travers la carotide interne, avec un contrôle radiologique, sur l'occlusion, sur le thrombus, on va extraire le thrombus. Donc on est sûr qu'on va reperméabiliser l'artère. D'accord? Donc l'IRM 3D TOF, finalement, une fois que vous thrombolisez votre patient, c'est important de voir est-ce que vous avez obtenu la reperméabilisation. Certes, on ne le fait pas par l'IRM, la 3D, on le fait par l'angioscanner, mais dans tous les cas, il vous donne le diagnostic de l'occlusion, il vous permet également de revérifier est-ce que vous êtes efficace ou pas. Si vous n'êtes pas efficace et que vous êtes doté d'un centre de radiologie interventionnelle, vous allez proposer à votre patient la thrombectomie. D'accord? Donc voilà. Donc le diagnostic finalement de l'AVC ischémique, il repose sur deux éléments. D'abord la clinique qui doit faire sortir les éléments qui vous orientent vers la nature vasculaire d'un événement neurologique. Ces éléments-là sont l'installation brutale. D'accord? Des déficits neurologiques correspondant à un territoire vasculaire. Et si vous êtes chanceux, vous avez des éléments qui vous orientent, soit un terrain vasculaire chargé, soit une cardiopathie connue. Donc face à ces éléments-là, vous vous posez la question. Je suis face à un événement de nature vasculaire très probablement, nature vasculaire présumée, je dois faire une imagerie. Le goal de standard, c'est de faire une IRM, selon les séquences qu'on a expliquées tout à l'heure. À défaut, vous allez faire le scanner. En comparant le scanner avec l'IRM, on dit que l'IRM est plus performante, et effectivement, elle est plus performante parce que tout d'abord, il vous donne un diagnostic précoce. On a dit que le scanner est tout à fait normal. Ou il vous montre des signes indirects. Regardez, je vous ai montré l'effacement des signes corticaux. Vous vous dites c'est difficile. Alors que l'IRM, vous voyez l'image unipersonnelle. D'ailleurs, on dit une très belle image blanche unipersonnelle sur la séquence de diffusion. L'IRM est plus performante parce qu'il vous donnera l'importance, il précisera l'importance de l'ischémie. D'accord? Il va chercher est-ce qu'il y a un saignement et puis il va montrer l'occlusion. D'accord? Dans les centres très développés d'imagerie cérébrale, on peut faire ce qu'on appelle, ça c'est une notion très importante, on peut faire ce qu'on appelle l'IRM, la cinquième séquence, qu'on ne fait pas chez nous ici au Oujda, ce qu'on appelle la séquence de perfusion. D'accord? La séquence de perfusion est une séquence très particulière parce qu'il va étudier la qualité de la perfusion cérébrale. D'accord? La séquence de diffusion, il vous montrera la zone de nécrose. Alors que dans la séquence de perfusion, il vous dira qu'au niveau de cette partie-là, la perfusion est tout à fait normale. Au niveau de cette partie-là, la perfusion elle est intermédiaire. Au niveau de cette partie-là, la perfusion est très basse. Alors que la séquence de diffusion, il vous montrait une seule image en diffusion et c'est la zone de nécrose. Le fait de matcher, de faire coller les deux images de l'IRM de diffusion et l'IRM de perfusion, finalement, vous allez voir la zone de nécrose et la zone de pénombre. La zone de nécrose, finalement, c'est la zone qui est en hypersignal sur la diffusion. La zone de pénombre, c'est la zone qui est en hypoperfusion sur l'IRM de perfusion. C'est ce qu'on appelle le mismatch, qui n'était pas bien expliqué sur la vidéo, mais c'est une vidéo d'étudiant. L'essentiel, c'est de passer un message et de comprendre qu'on fait ce qu'on appelle le mismatch. D'accord? Lorsque vous voyez que la zone de nécrose elle est très importante, donc certainement le patient il devrait avoir un déficit qui est lourd et à ce moment-là
le bénéfice de la thrombolyse va être très limité et vous augmentez le risque de transformation hémorragique. Parce qu'on a dit hier, chaque fois que vous avez une zone de nécrose qui est très large, le risque de transformation hémorragique il est important. Si vous avez une zone de nécrose qui est limitée, avec une zone de pénombre qui est très large, c'est à ce moment-là qu'il faudrait thromboliser, parce que vous avez toute une large zone du cortex cérébral qui est en souffrance fonctionnelle, et une fois vous reperméabiliser, va redevenir une zone tout à fait normale. Et vous allez mettre votre patient à l'abri de l'aggravation de son déficit. J'espère que c'est clair. C'est bon? Donc le diagnostic différentiel, là j'ai mis toute une liste. D'accord? L'essentiel, c'est qu'il faudrait comprendre. Tout déficit neurologique brutal doit faire évoquer un AVC ischémique. Premier message. Deuxième message, tout déficit neurologique brutal n'est pas toujours un AVC ischémique. D'accord? Ça veut dire lorsque je présente le malade à mon seigneur de garde, je lui dis j'ai un patient âgé 2 qui présente ça, et je pense, parce que c'est un déficit neurologique brutal et que c'est un territoire comme vasculaire, je pense à un mécanisme vasculaire. C'est l'exploration qui dira par la suite, est-ce que finalement c'est un AVC ischémique ou, comme diagnostic différentiel, un AVC hémorragique. Ça peut être, on va le voir après, ça peut être une thrombophlébite cérébrale, ça peut être une tumeur cérébrale. Normalement, la tumeur cérébrale va se développer progressivement. D'accord? Mais parfois, vous avez des remaniements inflammatoires, vous avez une tumeur qui peut saigner et qui va augmenter rapidement de taille. Et le patient va développer un déficit neurologique brutal. Donc, gardez à l'esprit que ça peut être toujours une tumeur. On peut être une sclérose en plaques. Je peux avoir une nouvelle plaque qui va apparaître au niveau de la capsule interne et le patient va se présenter avec une hémiparésie et ça peut être un AVC ischémique. Ça peut être une méningoencéphalite. Ça peut être un abcès cérébral. Certes, on dit que l'abcès cérébral, notamment, il faut avoir un syndrome infectieux, un syndrome d'hypertension intracrânienne, des signes de focalisation, mais dans la discussion étiologique, un déficit neurologique brutal, il faut l'évoquer. Ça peut être une migraine. D'accord? Une migraine avec aura. Je peux avoir une migraine avec aura, ou parfois des crises migraineuses qui sont très importantes, ce qu'on appelle des complications de la crise migraineuse. Je peux avoir un déficit. Je peux avoir une ataxie, un déficit neurologique brutal et une monoparésie. Donc la migraine, d'autant plus qu'on a parlé de la migraine comme étant un des facteurs de risque cardiovasculaire. Une crise épileptique, le syndrome de Todd, chez des personnes, suite à une crise épileptique, ils peuvent garder un déficit. Un déficit bien individualisé. Mais heureusement, vous allez faire l'anamnèse, vous allez faire votre examen clinique, vous allez retrouver que c'est une épilepsie, vous allez faire une IRM, vous allez trouver juste de l'œdème et ça va redresser votre diagnostic. Ça peut être des troubles métaboliques. Ça, c'est un piège. L'hypoglycémie. Une hypoglycémie profonde peut donner beaucoup de problèmes neurologiques. Un coma, un déficit neurologique brutal. D'accord? C'est pour ça, aux urgences, lorsque l'interne présente le malade, il présente une hémiplégie, le dextro n'a pas montré d'hypoglycémie. Une prise de toxiques. Il y a beaucoup de cas, même au Maroc, la consommation de cannabis, d'accord, donne des réactions de vasospasme, et on va avoir une ischémie cérébrale. Et puis le grand diagnostic différentiel, c'est les crises fonctionnelles, les crises hystériques ou les conversions psychosomatiques. C'est les personnes qui viennent suite à une crise de nerfs, qui vont installer un déficit neurologique brutal. Généralement, en faisant un bon examen clinique, vous n'allez pas trouver un syndrome anatomo-clinique vasculaire bien particulier. Vous allez trouver des choses bizarres, un déficit du côté, une hypotonie de l'autre côté, mais rien d'organique. D'accord? Donc, en faisant votre examen clinique, vous allez certainement douter de l'organicité du tableau clinique. En tant que jeune médecin interne ou en tant que jeune généraliste, si vous doutez entre l'origine fonctionnelle et l'AVC ischémique, il vaudrait mieux. Parce que vous avez une thérapeutique à proposer. On ne va pas dire à la patiente non, finalement c'est un AVC. Donc chaque fois que vous doutez, vous n'arrivez pas à trancher, il vaudrait mieux demander en urgence une imagerie pour ne pas retarder la prise en charge thérapeutique. D'accord? Donc pour tous ces diagnostics, on va les évoquer à l'étape clinique,
Mais l'imagerie va finalement confirmer le diagnostic étiologique final. Est-ce que c'est un AVC ischémique ou c'est une autre étiologie? Et les étiologies. Les étiologies, chapitre diagnostic étiologique, il est très important. On va le faire en 2 étapes. Normalement, on vous dit toujours, on va faire l'enquête étiologique et étiologie. D'accord? Ici, on va vous parler des étiologies et par la suite, on va monter notre enquête étiologie. Les étiologies des AVC ischémiques, elles sont extrêmement nombreuses. D'accord? Pour tout âge confondu, vous avez la pathologie athéromateuse qui représente environ 20% des causes. Les cardiopathies emboligènes représentent 20%. La pathologie des petites artères représente 25%. Et vous avez 25 à 30%, ce qu'on appelle les AVC cryptogéniques. C'est les AVC qui sont bilantés, première fois, deuxième fois, et finalement on retrouve aucune étiologie. Chez les sujets jeunes, la répartition, il varie. Elle est différente. La pathologie athéromateuse représente moins de 10%, c'est tout à fait logique. Les cardiopathies emboligènes, le même pourcentage. La pathologie des petites artères, 5%. Par contre, le lot des AVC ischémiques cryptogéniques chez les sujets jeunes est le plus important. On va devenir de ça que les étiologies, quand même des AVC ischémiques des sujets jeunes, ils sont de diagnostic plus difficile. On l'a dit hier. Autant pour le sujet âgé, vous avez 2 grandes étiologies, 3 grandes étiologies. Les athéromes, pathologie athéromateuse, la pathologie des petites artères et les cardiopathies emboligènes. Chez le sujet jeune, peut avoir une origine infectieuse, les vascularites, les hémopathies,